Bonjour Marianne, je suis hyper ravie de t'avoir outre-Atlantique comme ça, puisque tu es québécoise dans cet épisode de podcast potentiel. Vraiment un grand merci à toi parce que tu es très 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 prise. Ça fait quelques mois qu'on avait ce rendez-vous, donc un grand merci pour ce moment. Ça me fait plaisir. Donc je suis très contente. Tous les auditeurs ne te connaissent pas et c'est bien dommage et j'espère que cet épisode va leur permettre de apprendre à te connaître, apprendre à connaître ton travail, mais aussi, et c'est pour ça que je voulais absolument t'inviter, pour comprendre la vision plus internationale, on va dire, en tout cas en dehors de ce qu'on peut entendre en France et en Europe, et notamment sur la douance, mais on va aller un peu plus loin puisque c'est ta spécialité, la double exceptionnalité. C'est un sujet qui est très peu connu en France, vraiment très très peu, et où il y a un peu de tout, tu vois, dedans. J'ai pour habitude de présenter mes invités, mais si j'oublie quelque chose, tu me le dis, ok? Vas-y, il n'y a pas de problème. Je vais prendre une journée de café. Oui, alors non, je vais essayer de faire court, parce que j'ai vu que ton assistante m'a envoyé 14 pages. de- Mais tu as un CV impressionnant. Alors déjà, la base de qui tu es, donc tu es docteur en psychologie et neuropsychologue, donc ça fait très très longtemps, puisque ce que je comprends, c'est que tu étais membre de l'Ordre des psychologues au Québec depuis 2008. Oui. Ça rajeunit pas, mais ça démontre l'expérience qu'il y a de toutes ces années. Mais tu es également autrice de plusieurs livres, et notamment voilà, sur la douance, sur la double exceptionnalité. Je mettrai les liens pour toutes les personnes qui sont intéressées dans la barre d'infos. Vous savez, la description sous le podcast, parce qu'elle a fait des livres que vous pouvez acheter sur Internet, et n'hésitez pas, parce que c'est vraiment de confiance. Tu es également conférencière, formatrice. Tu es passée à la radio, à la télévision, tu fais de la recherche sur ces sujets. Et du coup, la première question qui me vient, c'est pourquoi tu t'es autant passionnée pour ce sujet? Un peu comme tout le monde, euh, ben, par intérêt à la base personnelle, bien sûr, pour comprendre la situation au Québec dans laquelle je me suis retrouvée à travers mes études, puis mieux comprendre évidemment aussi mon propre profil, d'où je viens et pourquoi surtout, moi j'avais eu la chance plus jeune d'avoir du soutien, d'avoir été identifiée, pas doublement exceptionnelle, mais avec une douance intellectuelle quand j'étais au primaire et de réaliser en fait que 30, 40 ans plus tard, il y avait rien, il se passait plus rien. Je comprenais pas pourquoi moi j'avais été chanceuse à ce moment-là. Bref, donc l'histoire du Québec, tout ça m'a intéressée au départ. Et à travers tout ce processus, bien, la double exceptionnalité a émergé comme domaine de recherche, domaine clinique, particulièrement aux États-Unis, donc dans le monde anglo-saxon plus. Et évidemment, c'est devenu mon dada à moi. Mais c'est exactement ça. Et t'es reconnu pour ça en plus, puisque t'es souvent invité pour parler de ces sujets-là. Et on va rentrer de suite les pieds dans le plat. C'est quoi Oui. la double exceptionnalité? La double exceptionnalité, en fait, c'est le profil unique et distinct qui émerge quand on additionne un trouble neurodéveloppemental, n'importe lequel, comme le TDAH, Hmm. la dyslexie, la dysorthographie, l'autisme, quand on additionne ce trouble à un profil de haut potentiel intellectuel. Donc, la métaphore qu'on utilise, je ne l'ai pas inventée, c'est vraiment la métaphore qui est utilisée dans la littérature scientifique, particulièrement chez les experts aux États-Unis. C'est qu'on, par exemple, si je te décris un enfant doué intellectuellement ou à haut potentiel sans trouble associé, là, je te décris, ben, en général, ce sont des enfants qui réussissent mieux à l'école, qui font moins d'efforts, bon, etc. Je te décrirais un profil jaune. Si je te décris un profil de TDAH sans douance intellectuelle. Donc, Hmm. on présume une intelligence dans la norme, ce qui est quand même 80-85 des gens. Là. Bon. Alors, je te décrirais un TDAH bleu, assez typique, Hmm. c'est-à-dire, ben, nous, on utilise le DSM-5, donc avec les 18 comportements à reconnaître, le profil typique, tout ça. Et j'ouvre une parenthèse et je vais la fermer, je vous promets. J'en ouvrirai pas quatre, une et je vais la fermer. Donc, la parenthèse, c'est que quand on est dans la norme, donc si on pense à notre courbe normale, dans la norme, donc la moyenne, moyenne élevée, moyenne faible, le centre, Hmm. on parle de 82 quelques pourcents des gens.
En fait, les gens qui sont là sont homogènes davantage. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Ça veut juste dire que les gens se ressemblent plus qu'ils diffèrent. C'est pour ça qu'on peut étudier, voici tel comportement à tel âge, c'est considéré normal, voici à quoi ressemble un TDAH chez la plupart des gens. Bon. Et là, on peut présenter un profil, et je ferme la parenthèse, qu'on dit bleu, voici à quoi ça ressemble. Mais jaune, donc la douance centrale, et bleu, il faut l'associer sans douance. Et jaune plus bleu, ça fait vert. Et si on regarde du vert, bon, je regarde autour, là, mais si tu regardes du vert, tu dis, ben, c'est pas jaune. Tu as raison. Et tu vas dire, ben, c'est pas bleu. Et tu as encore raison. Ça devient vert. La double exceptionnalité, c'est un terme qui est traduit directement par moi de l'anglais twice exceptional. Parce que pour bien chercher, en français, je sais que la connotation peut sonner un peu c'est particulier, mais ce n'est pas moi qui ai choisi, évidemment, ce terme-là au niveau scientifique et clinique. Si on veut chercher la bonne chose, il ne faut pas inventer d'autres termes. On a assez de problèmes avec le terme douance au potentiel. Ah ouais, totalement. Donc, qu'on l'aime ou pas, c'est celui-là. Donc, Voilà. c'est twice exceptional, doublement exceptionnel. En anglais, le terme exceptional, il a une connotation Oui, c'est pas la même différente. connotation. Il veut dire rare. C'est ça. Donc voilà, c'est la double exceptionnalité, c'est ce profil qui sort, qui n'est ni une douance, ni un trouble associé, ni juste un plus l'autre. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc, ce n'est pas de performer dans un test de QI, d'avoir des comportements ou des manifestations de douance comme si on n'avait pas de TDAH. Non, non, ça fait l'autre. Mais le TDAH est aussi amoindri par la douance. Donc, c'est vraiment un profil qui est complètement unique. Dans le cas du TDAH douance, entre autres, c'est un TDAH qui passe plus inaperçu. Il affecte, mais il passe plus inaperçu. On dit qu'il camoufle un peu, tu vois. Oui, c'est la même chose au niveau de l'autisme, d'ailleurs. L'effet de camouflage est particulièrement documenté. C'est vrai. Mais alors, du coup, je vais revenir sur ce terme donc, de l'exception. Moi, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup plus de profils atypiques qu'on ne le croit. Est-ce que c'est réellement une exception pour toi? Est-ce que tu crois que c'est juste qu'on en a fait une exception parce qu'au début, on a découvert ça? Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, maintenant? Moi, j'ai un profond biais. Je ne travaille pas auprès d'une population générale. Donc, le centre où je travaille, c'est le Centre intégré de développement de la douance et du talent. Donc, d'entrée de jeu, on a un biais, ce qui fait que pour moi, ça représente toute ma clientèle et tout mon travail. Mais dans la littérature, on a été, puis quand je dis on, c'est pas moi, c'est évidemment les experts. Entre autres, en Australie, ils ont fait des choses exceptionnelles dans les dernières années pour prendre en main la double exceptionnalité, mais ça émerge beaucoup plus des États-Unis. Hein? Donc, c'est sûr que ils ont été très, très prudents parce qu'il y a plusieurs présentations de la double exceptionnalité. C'est un domaine émergent depuis les années 70, mais particulièrement depuis les années 2000 seulement. Mais c'est effervescent. Aux États-Unis, ils ont débloqué des milliards de dollars pour des programmes cliniques, des programmes scolaires, pour des programmes de recherche dans les universités, les centres spécialisés. Donc, c'est impressionnant la quantité d'articles scientifiques et de connaissances qui émergent, mais c'est quand même récent. Donc, je dirais que les premiers articles qui ont voulu estimer la prévalence de double exceptionnalité, ça remonte à 2020. Oui, c'est trop récent. Et on parle de 2 à 7 de la population scolaire. Donc, ça vient de l'Australie parce qu'il y a 3 présentations qu'il faut considérer. C'est-à-dire que la double exceptionnalité, dans sa définition, c'est qu'il y a le profil où les difficultés masquent le potentiel. Il y a ce que nous, on appelle le vert pâle. Il y a le profil, non, excuse-moi, le vert foncé. Ah, le vert foncé, OK. Donc, les difficultés masquent le potentiel.
Il y a l'inverse, le potentiel masque les difficultés, le vert plus Ouais. pâle, on dirait qu'il y a plus de jaune dedans. Et il y a celui où un et l'autre se masquent assez mutuellement et où finalement, on ne comprend pas trop ce qui se passe parce qu'ils ont l'air ni un ni l'autre, Et donc finalement. ça, c'est le vert normal. Oui, à peu près, c'est ça. Et donc, quand on considère ces trois C'est possibilités-là, on vrai, c'est arrive vrai. à un 2 à 7 d'estime. Donc, il ne suffit pas, comme on peut commencer à voir, il y a des gens qui s'essayent un peu parfois de façon non experte, je vais être sincère, à Mm. venir dire, ben c'est simple, si on dit que la douance, c'est 2 des gens qui ont performé dans un test de Mm. QI, puis que c'est 4 de TDAH, ben c'est 4 de 2 donc Oui, pourquoi mais on non, s'occupe de mais ouais, non, ça? ça marche pas comme ça. Non, ça ne Non, fonctionne pas non. comme ça. OK? Voilà, oui, oui, Ça ne totalement. fonctionne pas comme ça. Ouais. Je pourrais vous donner nombre de parallèles. Si on parle pensez juste au TDAH avec un trouble anxieux. Mm, Je mm. veux dire, si on fait ça, ça ne marche pas, là. C'est Ouais, presque bien sûr, 50 des TDAH qui vont développer un trouble anxieux à l'âge adulte. Je veux dire, bien sûr. attention, là, c'est pas un plus l'autre, là, comme ça. C'est la même chose dans mon domaine. Non, mais totalement, totalement. Du coup, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin parce que tu vois, il y a des gens qui vont nous écouter et ils vont forcément se poser cette question qu'on a dû te poser mille une fois. C'est comment on peut savoir? Parce que comme tu dis, si ça se camoufle, ça se compense. Du coup, Oui, c'est pas très clair. Et quand les gens vont se renseigner sur le HPI, ils vont pas totalement se reconnaître parce que justement, ils sont pas totalement jaunes. Quand ils vont tu vois, s'intéresser sur TDAH, ils vont pas oui, totalement se reconnaître. C'est pas totalement bleu non plus. Donc, du coup, et ils sentent bien. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et je me dis, commençons par là, ce décalage, ce petit truc qui fait que il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, tu vois, et que personne n'arrive à mettre le mot dessus. Et puis, je vais venir sur une question qui va en amener une autre, le fameux test de QI, où malheureusement, parfois, ben, ça fonctionne pas. Si on a un psychologue ou quelqu'un qui connaît pas cette double exceptionnalité, il va pas réussir à analyser en fait complètement ce bilan, cette analyse. Et le nombre de fois qu'il y a des gens qui me disent, mais moi j'ai un QI hétérogène, non calculable, et on m'a dit que du coup je n'étais pas HPI et on m'a laissé partir comme ça. oui. En fait, de façon non professionnelle, la meilleure façon de soulever un drapeau rouge, c'est de te dire, hein? On- Mm. hein? Comment ça? Donc, on parle du paradoxe de la double exceptionnalité. Donc, c'est un profil où il y a en même temps Mm. d'immenses forces et d'immenses difficultés. Ouais. Donc, ça amène un profil qui est très hétérogène, effectivement, mais plus que dans le test de QI. Mm. Euh, dans la littérature américaine, il y a des signes, des manifestations, des drapeaux rouges qui ont été soulevés. Le premier, c'est un écart significatif entre les performances scolaires, donc les notes, les résultats, Mhm. qui sont plus que 10 dans notre, nous, c'est ce qu'on utilise, donc entre, par exemple, les mathématiques et le français. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Donc, et ce, chez un enfant ou un adulte qui performait extrêmement bien dans un des deux domaines. Donc, si on a Mm. 90 et plus en mathématiques, mais qu'on a 70 en français, c'est pas normal. Ouais, il y a peut-être derrière des troubles 10 quelque chose qu'il faut aller creuser, quoi. Mais ça fait très doublement exceptionnel, dans le sens qu'on va Mm. avoir un enfant qui, pourtant, adore lire Ah oui, je et vois ce que tu qui veux dire. lit. En général, les enfants qui sont bleus, donc dyslexiques sans trouble associé, qui n'aiment pas lire. Mm. Et donc, les manifestations de la dyslexie, ils ont des difficultés dès le début du primaire, là, ça paraît. Alors qu'en double exceptionnalité, non, 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 ils adorent lire et ils sont bons. Et ils vont avoir des notes entre 70 et 80, donc ils vont être dans la norme, dans la moyenne de leur groupe en français. Ils font presque pas de faute d'orthographe parfois parce qu'ils ont une bonne Donc mémoire ça visuelle. passe presque inaperçu, en fait. Et, C'est oui. ça. Ils s'en Ah, sortent. Toujours ils s'en peut-être sortent très très peu bien comme en ça, général. mais oui, d'accord. Sauf que ce qui transparaît le plus, ce sont les conséquences Mm. socio-émotionnelles de la double exceptionnalité. Et donc, on a des enfants ou un enfant qui va, par exemple, avoir une estime de lui ou d'elle fragilisée,
qui va refuser de faire ses devoirs en français, qui va éviter la tâche ou devenir anxieux ou Mm. qui va être impulsif parfois ou qui va. On a toutes les conséquences, mais pourtant, on n'a pas les signes d'appel comme les autres. Donc, c'est là le hein? Comment ça? Est-ce que Comment ça peut renforcer, du coup, un sentiment de syndrome de l'imposteur? le syndrome de l'imposteur, c'est la première forme, je dirais, d'expression, en fait, là, que les adultes doublement exceptionnels, particulièrement les femmes, vont dire à l'âge adulte. Donc, quand on les évalue, c'est ce sentiment d'imposteur qui est particulièrement fort chez les femmes doublement exceptionnelles, douances, troubles d'apprentissage. Parce que là, dans tout ça, okay, il faut séparer plein de choses. Donc, j'ai parlé des 3 grands profils, dépendamment de si je vais parler du vert pâle, vert foncé et vert mitoyen. Je vais aussi aller différencier les profils. Par exemple, TWICE TDAH, TWICE trouble d'apprentissage et TWICE autiste. Donc, c'est les 3 profils sur lesquels on a plus de recherches scientifiques. Le TWICE autistique, c'est le plus récent dans la littérature scientifique. Au Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais on a peu de connaissances, vraiment très peu de connaissances. Je dirais qu'il y a à peine il y a 3-4 ans, il y avait moins de 100 articles scientifiques au niveau international sur le sujet. Là, c'est devenu le, le nouveau domaine. Donc, on a commencé par douance, trouble d'apprentissage, douance TDAH, et là, c'est douance et autisme qui s'en vient. Fait qu'on a on commence à avoir plus de connaissances. Mais quand même, c'est 3 profils très différents. Attention, petite parenthèse que je ferme tout de suite aussi. Dans le domaine de la double exceptionnalité, Élodie, c'est la même chose que dans le domaine des troubles neurodéveloppementaux ou en général, ils ont tendance à venir ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup de comorbidité. Mais j'ai haï ce mot. Mais bon, c'est le Il est bon mot. horrible, je suis Il est d'accord. horrible. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est, tu te dis genre on va en mourir. Côté, il y a vraiment ce côté très très négatif, c'est horrible. Je peux Et non on va en mourir plusieurs fois. C'est on plus. meurt ensemble. Non, Putain, je suis d'accord avec toi. mais mon obsession de la rigueur scientifique, c'est le bon mot. On est Bon, obligé de l'utiliser de toute façon. alors, ils ont tendance à venir ensemble. Donc, quand on est TDAH, on est plus à risque d'avoir des troubles d'apprentissage. C'est la même chose dans mon domaine, c'est pas différent. Donc, si j'essaie d'avoir un profil douance TDAH sans autres troubles d'apprentissage associés, mais là, c'est comme si on est, je pourrais dire, Hulk de l'apprentissage parce que hein, on a un potentiel intellectuel plus élevé, mais on a un TDAH. Donc, c'est moins long un peu en classe parce que même si j'en manque des bouts ou que j'étais un peu dans la lune, ben, je reviens, je comprends vite, puis c'est réglé. Je me sens moins différent. Je suis plus impulsif socialement. J'ai plein de côtés positifs associés à ça. Les études en TDAH démontrent vraiment beaucoup de bénéfices, le TDAH. Les gens TDAH sont décrits comme étant plus sympathiques. C'est vrai, ils ont ce côté extraverti, ils sont souvent, Oui, voilà, comme dans l'impulsivité, c'est vu comme quelque chose de, tu es sociable en fait. Et oui. donc, ça peut être vu positivement, tu as raison, hein. Tu as Et raison. donc, le TDAH, dans la double exceptionnalité, il peut être même protecteur tout le long Mm, du primaire, un bout du secondaire, en fait, jusqu'à ce que les demandes de l'environnement dépassent les capacités de compensation mm. ou les capacités intellectuelles naturelles de la personne. Donc, ça peut vraiment passer inaperçu et ça normalise la personne pendant quand même longtemps, parfois jusqu'à l'université. Puis là, comment ça se fait que je ne réussis pas mon bac? Comment ça se fait que ça arrive plus tard ou ça arrive même vraiment loin à l'âge adulte? Souvent, ce qu'on voit, ça va être, par exemple, quand on a une promotion et que là, il y a beaucoup de gestion à faire. Oups, c'est là Ah que oui. oh, un burn-out, 2 burn-out, il va y avoir dépression, on va avoir trouble anxieux. Là, c'est là où un enfant, 2 enfants, 3 enfants, combien? 4, 5, avec une maison, un chalet, un déménagement. Et là, oh, La boum. charge mentale qui augmente. Oui, et là, à un moment donné, on a des limites.
Et là, boum! Et Ouais. là, voilà. Donc, ça, c'est le typique WISE TDAH Mm. sans trouble associé. Mais ça amène vraiment beaucoup de côtés positifs sur le développement. Et entre autres, je disais au niveau social, mais aussi au niveau académique, scolaire, professionnel au départ, parce qu'on ne s'ennuie pas, je répète, on s'ennuie moins, on fonctionne dans la norme, ça passe assez inaperçu, bon, etc. On regarde le profil maintenant douance et troubles d'apprentissage. Mm. Là, encore une fois, on est Hulk de l'apprentissage. Au niveau intellectuel, on a des forces d'apprentissage, mais on a un trouble d'apprentissage. Ça, c'est hein, intérieurement, là, c'est comme être Hulk, pas de pied. Il y a quelque chose qui cloche. Mm. On va On se le sent rendre au compte. fond de soi. Je pense qu'il y a cette sensation de dire, je pourrais faire plus, je vois bien que je pourrais aller beaucoup plus loin, mais c'est comme si je suis bloquée et je comprends pas où exactement ce qui bloque, pourquoi je me sens bloquée. Tu vois, je pense qu'il y a une sensation comme ça chez les personnes qui en témoignent. Et il y a même, je dirais, très jeune, un sentiment de, il y a quelque chose qui cloche. Mm, c'est ça. Et c'est pas juste de, je pourrais aller plus loin, c'est comment ça se fait que c'est pas aussi facile que ça devrait l'être. Et ça commence, dans le cas de la dyslexie, là, ça commence à 3 ans, 3, 4 ans. Là. Mm, mm. Donc, on a des enfants qui vont super bien, ça. Puis là, quand ils arrivent pour mettre en place les bases de la littératie, ça commence plus tôt. Donc, ils ont appris leur alphabet, ils commencent à vouloir fusionner, on appelle, mettre les sons ensemble. Et là, comment ça se fait que j'apprenais tout super facilement? Puis des gens me disaient, waouh, c'est cool, tout va bien. Tout. Et là, comment ça, je dois mettre un effort et je n'y arrive pas aussi rapidement. Et là, il y a un sentiment, un fond qui vient atteindre l'estime de soi, Ah, on se créer sent un pas à fond la hauteur. d'anxiété. Voilà. Mm. Et ça, c'est pour ça, entre autres, que dans le diagnostic et le dépistage même de ce type de double exceptionnalité-là, les aspects socio-affectifs en lien avec l'apprentissage font partie intégrante du processus parce que c'est à nouveau masqué par l'intelligence pour la majorité. Ils vont apprendre à lire, vont performer, mais ce n'est pas dans la norme de savoir compter en haut de 1000 et de commencer à faire des additions en maternelle, mais de ne pas lire de façon autonome, ça ne marche pas. La majorité des enfants doués, jaunes, sans trouble associé, apprennent à lire de façon autonome et fluide avant 6 ans. Mm. Et Ouais. pourquoi dans un cerveau, il devrait avoir un écart entre ton apprentissage des mathématiques ou ton apprentissage de la lecture. Il n'y a pas de raison neuro à ça. Là. Donc, on devrait être capable d'apprendre aussi rapidement les deux. On ne va pas les investir au même moment. Ça va aussi dépendre de notre environnement, de la stimulation, oui, de plein de facteurs à considérer. Mais quand ça perdure, il n'y a pas de raison à ça. C'est Donc, hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu mets du sens sur une incohérence. Et je me dis, tu vois que ça, les gens qui nous écoutent là, ça peut les rassurer, soit pour eux, soit pour leurs enfants en fait, de redonner du sens dans une incohérence. Et après, bien sûr, je le dirai toujours, il faut voir quelqu'un qui s'y connaît et demander bien sûr bah, une analyse complète de la situation. Mais du coup, alors, il nous en manque une. J'aimerais que tu développes ça avant que j'aille sur une autre question. Parce que je suis curieuse, mais vas-y, finis. mais en fait, tu me demandais pour douance et autisme, c'est vraiment le profil qu'on connaît le moins. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on parle vraiment d'autisme. Bon. Mais camouflé, plus masqué. Et encore une fois, ça va dépendre de quand est-ce que les demandes de l'environnement dépassent les capacités de l'enfant à compenser. Au primaire, quand on est en mode jeu compétitif, en guillemets compétition, si on pense à la théorie d'Erikson, stade de développement psychosocial, je vous laisse aller sur Wikipédia. Donc, on parle de besoins relationnels qui sont assez scénarisés. Les enfants peuvent apprendre, mais rendu à l'adolescence, là, il y a toute la nuance d'entrer en relation de fidélité, d'amour. Oh, là, ça se complique. Ça se complique. J'ai comme pris 2 mots, je les ai mis ensemble. Ça se complexifie pour finalement, à un moment donné, peut-être, oups,
mener aux difficultés plus typiques associées à l'autisme. Comment on peut être sûr qu'il y a une double exceptionnalité? Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui en France de trouver des professionnels assez compétents. Malheureusement, j'espère qu'au fur et à mesure du temps, comme tu dis, c'est un sujet qui est nouveau, donc le temps que ça aille dans les universités, qui se forment, bon voilà, il y a des choses aussi. Et puis, je pense qu'il y a un changement de mentalité à opérer, notamment en France, puisque comme je te disais en off, on est encore au stade en France où il y a des gens qui, en fait, il y a même des psychologues qui disent que tout ça n'existe pas. Donc, les gens qui nous écoutent, ils font comment? Ouais, t'as pas de baguette magique, je sais bien. Non. Et malheureusement, je comprends, je sais, je connais Mm. cet état de situation. Ouais. Moi, ça fait 15 ans et plus là, que je travaille au Québec pour créer un mouvement d'intérêt et de travail. Et là, je commence à accepter de venir en parler en dehors du Québec, ce que je refusais avant parce qu'il y avait tellement de travail à faire ici. Là, je commence à accepter pour donner un coup de main dans la réflexion, mais ça prend un porteur ou des porteurs de dossiers qui Mm. vont venir apporter la littérature scientifique parce que je comprends les psychologues qui n'ont pas accès à de la littérature scientifique en français. Ça, c'est l'autre problème majeur. Même au Québec, qui est majoritairement francophone, c'est un problème. Maintenant, on peut traduire facilement, je trouve, l'anglais au français, tu vois? Mais on ne le fait pas toujours en France automatiquement. Non. Ça Ouais. chercher plus en français, c'est la même chose au Québec. Mm. Donc, On tient à notre français, du coup, on refuse d'aller chercher de l'anglais, tu crois? non, c'est pas comme un refus. Je pense pas que c'est intentionnel. Je pense que c'est naturel on va aller chercher en français. Et si Mm. on tombe sur de la littérature qui ne connaît pas la double exceptionnalité ou qui l'interprète, ben là, on tourne un peu en rond. C'est Il vrai. faut. Mm. Et c'est ce qui se passait au début au Québec aussi. Donc là, si vous voulez vraiment, je vous invite à chercher élèves doublement exceptionnels et aller sur le site de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, chercher les travaux de Lynn Massy, qui est professeure titulaire au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et elle a fait un micro-site sur les élèves doublement exceptionnels. Et la première chose qu'ils ont publiée, c'est une revue de chaque profil en termes de littérature. Donc, c'est Génial. des documents D1 à D7. Et c'est vraiment la littérature scientifique sur ces profils, donc en français. C'est la première chose à faire. Il faut la rendre disponible en français, cette littérature scientifique. Et c'est un domaine complet, là. Je veux dire, il ne suffit pas de prendre un article au hasard dans un domaine qui est en pleine effervescence. Ce qu'on disait il y a 5 ans, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est différent. Il faut connaître l'évolution de ce domaine-là pour bien interpréter les articles scientifiques, bien interpréter d'où ça vient et bien comprendre l'ensemble d'un domaine. Et c'est ce qui manque en ce moment en France, entre autres. C'est vraiment ce qui manque. Donc, je comprends des psychologues qui cherchent puis qui voient que ça a l'air de quoi en français puis qui font ben, ça n'existe pas vraiment ou c'est pas Mm. clair. Ils ont raison. Mais il faut aller chercher les bonnes sources et aller développer cette expertise-là. Parce que dans la définition, en fait, la petite histoire, c'est qu'aux États-Unis, en 2009, il y a eu une commission nationale d'enquête, c'est gros ça, sur la double exceptionnalité. Ils se sont rendus compte de plein de choses. Et entre autres, ça a mené à une communauté de pratique, des experts reconnus dans le domaine. Et en 2014, il y a eu l'adoption d'une définition de la double exceptionnalité qui est plus opérationnelle, opérationnalisable et qui intègre bien la littérature scientifique. Et donc, dans cette définition-là, comme je disais, il y a les 3 profils, etc. Mais il y a surtout, à la fin, c'est vraiment écrit que ça prend une expertise. Mm. Donc, ce sont des gens qui vont avoir développé une expertise par la formation et de la supervision spécialisée. Et là, on s'entend, c'est ça qui est très difficile en ce moment. C'est un peu comme, je ne sais pas si c'était comme ça en France, pas, mais au Québec, il y a 20 ans, l'autisme arrivait un peu sur nos tablettes. Hein, on ne connaissait pas ça comme aujourd'hui. Bon, il y a eu la vague du TDAH, il y a eu plein de vagues. Mais moi, je me Normal. souviens, j'arrivais jeune psychologue et en formation dans la vague de l'autisme. Et au départ,
ben, on ne savait pas comment l'évaluer nécessairement de façon rigoureuse, scientifique, tout ça. Et je me souviens d'avoir vu des psychologues scolaires évaluer l'autisme en première ligne, que nous on appelle à l'école, tout ça. Mais rapidement, non, on ne fait pas ça. L'autisme, c'est une évaluation de deuxième ligne au Québec, donc spécialisée en interprofessionnalité, fait par des équipes spécialisées dans l'utilisation des outils précis, mais aussi dans l'analyse de tout ça. Bien, la double exceptionnalité, ça ressemble beaucoup à ça. Ça serait à date les recommandations qui commencent à sortir, donc les meilleures pratiques. Pour développer des meilleures pratiques fondées scientifiquement et les recommander, bien, il faut d'abord avoir assez de connaissances scientifiques, avoir assez d'experts, ça prend ça prend de la fondation. On n'arrive pas avec ça comme ça en premier, il faut les avoir démontrés, il faut les avoir. Ça s'en vient dans mon domaine. Ça s'en vient. Et à date, ce qui ressort, ça serait vraiment une évaluation, un processus, parce que ce pas les mêmes outils, ce pas les mêmes objectifs, mais c'est une évaluation de deuxième ligne, donc spécialisée, qui ne se ferait pas dans les bureaux des psychologues généralistes ou à l'école ou voilà. Donc, en ce moment, c'est vers ça qu'on s'en va, mais il faut développer cette expertise-là. C'est ça qui n'est pas évident. Et du coup, pour les particuliers qui nous écoutent et qui s'interrogent, tu vois, par rapport à tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu penses que pour eux, ça vaut le coup de faire passer des tests de QI? Parce que c'est souvent la question qu'ils me posent. Je serais très prudente parce que si on a je prends juste l'exemple du TDAH, mais si on a un TDAH, le test de QI, le WISC 5, donc on utilise en ce moment, il y a beaucoup de tâches chronométrées, ça demande beaucoup d'attention et évidemment, ben, ça va avoir un impact. Et en moyenne, en général, les enfants qui sont TDAH, ils ne performent pas nécessairement moins bien dans le test de QI quand ils sont bleus. Les études montrent qu'on n'est pas pire comme psychologue d'habitude, je vous promets. Les psychologues sont capables. Ils n'ont pas le droit de changer les règles là, du test. Mais ils ont le droit, évidemment, d'adapter certaines choses. Ils font tout en leur pouvoir, et c'est écrit dans les règlements du test, pour faire ressortir le plein potentiel de l'enfant. Donc, c'est pas si pire. Il y a des études qui montrent qu'il y a une différence sur le QI total, d'autres non, mais en général, on ne s'inquiète pas trop dans le bleu. Dans le vert, c'est très différent. On peut avoir jusqu'à 15-20 points de QI de différence entre le vrai potentiel de cet enfant-là et comment il va performer telle journée, telle heure, avec tel professionnel aussi. C'est une performance, un test de QI. C'est une photo. Merci de le dire. Merci. C'est une test de performance, bien évidemment. Oui, ben moi, ça sonne évident. Je comprends que pour plusieurs, puis encore une fois, quand on évalue la douance, ce qu'on oublie parfois ou ce qu'on peut-être ne sait pas, ce n'est pas de la faute de personne, mais c'est qu'il y a deux grandes approches. Il y a une approche qui est psychométrique, le QI. donc liée à la mesure du QI, et il y a une approche qui est développementale. L'image que j'utilise le plus pour illustrer la différence entre les deux, c'est, par exemple, si il a dit, tu ne gagnes pas la médaille d'or au saut à ski telle journée, telle heure, dans telles conditions de météo, est-ce que ça fait moins de toi une athlète? Non. Une athlète, c'est une histoire de vie. Ça s'observe, ça se voit, et ça se peut que tu ne performes pas telle journée, telle heure, dans telles conditions. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas une athlète. C'est la même chose quand on parle de haut potentiel intellectuel. Ça se peut que tu ne performes pas telle journée, telle heure avec telle madame ou monsieur. Bon, ça se peut. Ça veut pas dire que tu n'es pas doué ou HPI. Ça veut dire que tu n'as pas performé. Et ce, en dépit du fait que tout le monde va faire de son mieux. Les parents vont faire
bien dormir leur enfant, je sais, ils vont tout faire en leur pouvoir pour que l'enfant arrive du mieux possible. Puis le psychologue ou la psychologue va faire vraiment de son mieux là, pour faire ressortir son potentiel, il va être sympathique, il va être fin. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça arrive des fois. Et il y a aussi que le WISC-5 a particulièrement un enjeu Hmm. en lien avec le haut potentiel intellectuel. Donc, il y a des avis qui ont été émis par le Gifted Development Center aux États-Unis et par la NAGC, qui est l'Association nationale pour les enfants doués aux États-Unis, des mises en garde sur l'utilisation du WISC-5. Hmm. Vraiment des mises en garde pour parler de douance ou de haut potentiel intellectuel. Je trouve que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'aujourd'hui en France, on a l'impression que ce test, c'est la toute-puissance absolue. Tu vois, c'est compliqué à faire bouger les lignes là-dessus. En fait, je vais ajouter 2 études juste pour ça. Il y a une étude de McDermott et ses collègues en 2014 là, qui ont démontré en fait que 40 de la variance d'un test de QI est liée à l'évaluateur, la personne qui passe le test. Donc, Incroyable. oui, 40%, c'est incroyable. 40 du score de QI, c'est lié à est-ce que c'est Marianne ou Élodie qui te le passe, le test? C'est fou. C'est énorme. Non, c'est là où Donc, il y a trop de biais, du coup, il faut repenser. Hein, là. donc, c'est faux de penser que c'est une performance objective et neutre. C'est faux. Même si on fait de notre mieux, je vous le jure, là, on fait vraiment, vraiment de notre Bien mieux. sûr, bien sûr. Il y a un effet de l'évaluateur et il y a un effet du test qu'on passe. Parce que j'ai lu un article que j'ai trouvé tellement intéressant d'un psychiatre, psychiatre américain assez reconnu, dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, ce qui est rare. Enfin, je vais essayer de ne pas le chercher pendant 10 minutes, qui J'essaie de l'avoir. oui, je sais, qui était sincèrement offusqué. C'était une lettre d'opinion offusquée par le fait qu'on passe d'un test à l'autre, les psychologues, et il n'y a aucune étude clinique de validité du test entre un et l'autre à la hauteur des essais randomisés contrôlés qu'ils font en médecine. Lui, ça l'offusquait qu'un test change comme ça, d'une édition 1 à 2, qu'on le repasse, oui, dans des populations cliniques, on fait quand même le travail de base, mais pour lui, ce n'était pas assez rigoureux pour démontrer que le test mesurait bien la même chose, finalement, d'une version à l'autre. Il dit, si nous, on faisait ça avec des médicaments, on se ferait... c'est ça, je vous épargne les détails. Alors, il était offusqué. Et effectivement, ça peut faire sens, d'autant plus quand on pense à la douance intellectuelle, parce que avec le WISC-5, les normes qu'on utilise, les tables de normes, c'est peut-être un peu obsessif, mais je vous invite à lire, collègues psychologues. Vous allez voir que quand vous lisez, vous regardez les tables de normes du WISC-5, il y a beaucoup de chiffres dans 1, 2, 3, qui sont le plus bas de la courbe. C'est de 1 à 19, les normes de base. 1 à 19. Donc, 1, 2, 3, 4, il y a beaucoup de chiffres. Par exemple, vocabulaire va être 0 à 12, 12 à 14, à 24. C'est bon, bref, ça avance. Mais dans le 16, 17, 18, 19, il n'y en a pas. Presque pas. Il y a des barres. Puis il y a 36 sur 36, ça va être 18. Après ça, ça tombe à 15, 14, on descend. Donc, les normes du WISC-5 sont un peu tassées vers le bas. Il n'y a pas beaucoup de chiffres en haut. Donc, ils n'en ont pas beaucoup dans leur échantillon. Ils avaient seulement 1,7 et non le fameux 2,3 dont on peut penser qu'il serait extrêmement élevé. Ce n'est pas intentionnel de leur part, mon Dieu. Ça s'appelle la psychométrie. C'est qu'ils essayent le plus possible de prendre une table de normes qu'ils vont nous offrir pour travailler, qui va être le plus possible collée sur la courbe normale théorique. Ils veulent ça. Mais des fois, ça marche mieux que d'autres, c'est tout. Cette fois-ci, ça a moins bien marché. Et c'était quoi, il y a une autre étude que... Oui, parce qu'en fait, des chercheurs ont pris les normes et les ont vérifiées avec la population de déficience intellectuelle légère moyenne et douance intellectuelle. Donc, ils ont pris les 2 extrêmes, ils ont pris le test et ils ont repassé, eux, le test à un autre groupe pour voir si ça correspondait à ce que le WISC-5 disait. Ce que ça donne, c'est que dans leur échantillon d'enfants avec une déficience intellectuelle légère
Donc, c'est des enfants qui ont un diagnostic, DSM-4 ou 5, et qui avaient performé en bas de 70 de QI, risque 4 ou un autre avant. Ben, dans ce groupe-là, 90 continuent d'avoir un QI en bas de 70 avec le WISC 5. Donc, on est content. Ça montre que c'était valide encore, c'est un bon outil. Douance. Ils ont pris des enfants qui avaient performé en haut de 130, homogènes, là, au WISC 4 ou à un autre avant, et, parce que ce n'est pas suffisant, et qui avaient un plan d'intervention scolaire pour des besoins en douance. Parce que ce n'est pas suffisant le QI pour conclure. Il faut avoir des besoins particuliers et des manifestations de douance au Canada. Donc, les deux, donc dans ce groupe-là, ils leur passent le WISC 5. 55 de l'échantillon avait un QI en bas de 130. Et là, comment t'expliques à un enfant, comment est-ce qu'ils ont contacté les parents pour leur dire « Ah, votre enfant est plus doué? » Mais En non, fait, historiquement, ce test, il n'a pas été fait au départ pour la non, douance. non. C'était pour aider justement les personnes qui étaient en difficulté, en déficience intellectuelle plutôt. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le repenser totalement finalement à l'orée Non. maintenant, tout, tu vois, de tout ce qu'on sait sur la douance, avec tout ce que tu nous as dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses, en plus, si on ne pouvait pas en plus mettre ça en plus avec la double exceptionnalité? Moi, j'aime beaucoup la rigueur et la continuité scientifique. C'est important. Si on part complètement champ gauche, même si on veut bien faire pour de bonnes intentions, ça crée une rupture dans la continuité de la connaissance scientifique. J'ai de la difficulté avec cet aspect-là. Je vais être sincère, ça me coupe de mon chemin. Et le WISC 5 n'est pas un mauvais outil. Au contraire, honnêtement, la psychométrie, c'est vraiment bien fait. C'est juste qu'il faut savoir ce qu'il fait, ce test-là, et ce qu'il ne fait pas. C'est Je ça. veux dire, le WISC 5, il est essentiel en évaluation de la double exceptionnalité, même en évaluation de la douance. Il faut savoir que Dans l'utiliser en fait. le WISC, peu importe lequel, là, bon, c'est le test qui est le plus associé, donc ce n'est pas des synonymes, mais c'est le test qui corrèle le plus avec la réussite académique, la réussite professionnelle. C'est un très bon test. Donc, moi, ce que je veux, c'est savoir, est-ce que l'enfant doué, est-ce qu'il performe au WISC? Moi, je voudrais que tous les enfants doués performent au WISC avec n'importe qui, parce que là, ça me montrait qu'il est en train de développer son plein potentiel et qu'il est capable de performer. Je voudrais que tous les athlètes qui se rendent aux Olympiques gagnent la médaille d'or. Ils l'ont mérité. Selon moi, ils l'ont mérité. C'est un peu plate de travailler tout ça pour sous-performer cette journée-là. Bref. Mais bon, c'est utopique, clairement, de ma part. Mais si on sait à quoi il sert, il est hyper intéressant. Puis en plus, il ne sert pas juste à sortir des chiffres. Il sert à observer l'enfant en situation de performance qui n'est pas juste dans l'apprentissage scolaire. Donc, si on se rend compte qu'il est un peu anxieux quand ça devient plus difficile, ben, on a un objectif d'intervention. Donc, non, il ne faut pas penser tout jeter à la poubelle. Au contraire, c'est très important. Il faut juste peut-être former les professionnels à l'utiliser, en fait, au-delà juste du chiffre et savoir en faire un bilan plus complet, peut-être. Ils savent faire ça. Je te dirais que c'est en général, c'est sûr qu'en France, ce que j'ai compris aussi, c'est que vous n'avez pas d'ordre professionnel des psychologues. Hein? Non. Donc, c'est sûr que là, il y a des risques parce qu'il n'y a pas d'obligation de développement de la pratique ou de. Au Québec, c'est très, c'est très clair. On ne peut pas pratiquer d'une façon non fondée. Là, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer peut-être juste la pratique en général, ici aussi, là. Mais on a un cadre quand même, on a des obligations déontologiques, c'est la loi pour pratiquer. Là, c'est sûr que ça ouvre la porte à ce que quelqu'un ne se forme pas nécessairement ou ne se mette pas à jour. C'est sûrement pas la majorité, au contraire, mais c'est sûr qu'on a moins de contrôle aussi sur la qualité de la pratique quand on n'a pas d'ordre professionnel. Fait que ça, je pense que c'est un obstacle majeur pour vous. Mais à la base, après ça, c'est vraiment une question de formation, c'est une question de sensibilisation. Je reviens juste vite à la base de ta question, qui était comme parent, qu'est-ce que je fais avec ça?
moi, je serais très, très prudent. J'ai vu, là, c'est qualitatif, je parle ce qu'on accueille, les gens qu'on accueille, les familles qu'on accueille au CDDT. On a des gens qui sont, je vais mettre un gros mot, là, qui sont presque traumatisés de Ouais, c'est vrai, certaines évaluations qu'ils ont c'est vrai. eues, que leur identité a été profondément blessée. Mm, Bon, parce qu'évidemment, ben, dépendamment de l'approche de la psychologue qu'on va voir, et est-ce qu'on peut performer ou pas, si on a une double expertise ou pas, comment on se sent, ben, malheureusement, ça se peut qu'on ne performe pas si on se fait dire qu'on n'est pas une athlète ou qu'on se fait. Là, mais moi, je fais quoi? Comment? Ça, bref, vous imaginez évidemment tout ce que ça peut faire, mais quand c'est un enfant, c'est la même chose. Vous, comme parent, comment vous allez être cohérent si on vient vous couper l'herbe sous le pied sur plein d'aspects ou qu'on vous dit que votre enfant performe super bien dans le test de QI, mais qui ne performe pas nécessairement de même à l'école. Si on mm, a ça, je le vois aussi des deux côtés. Si j'ai un enfant qui est twice TDAH, il performe bien dans le test de QI cette journée-là parce que la madame est le fun, le monsieur est le fun, et parce qu'il n'y a pas de distracteur, c'est un bureau ouais. qui est dans le bureau. Il ne performe pas bien dans mémoire de travail, vitesse de bain. Pas bien. Il va performer correctement, là, mais pas plus que ça. Mais il va péter des scores, vocabulaire, maths, tout Mm, ça. Et là, wow, on parle haut potentiel. Mais là, c'est quoi? On a des parents qui, tout d'un coup, se mettent à monter les attentes d'un enfant qui est TDAH, personne ne le sait. Et là, on va le placer en situation de danger. mm, Donc, peu importe le scénario, il faut être prudent. On n'est pas, au Québec, on n'est pas obligé d'avoir une étiquette en théorie pour répondre aux besoins d'un enfant. C'est important comme parent de vous écouter. Vos intuitions parentales sont valides. mm, mm, mm. Puis, je te donne juste une autre petite page, mais disons, là, à l'âge qu'on a, hein, tu te lèves le matin et tu es seul dans la salle de bain avec toi, tu es devant le miroir et tu te dis, ah, je vieillis quand même, je me trouve belle ce matin. Est-ce que ça veut dire que tu vas sortir dehors de ta maison en disant à tout le monde, regardez comme je suis belle? J'aime bien l'exemple. Non. Tu n'es pas obligé de te vanter. Mais si, par peur de te vanter, Mm, quand tu es seul devant le miroir, tu te dis, oublie pas comme tu n'es pas belle. ouais, Oublie pas, là, tu détruis ton estime de toi. c'est très juste. Donc, en famille, Mm, reconnaître qui on est, notre identité, nos vraies forces, mm. on a le droit de dire à nos enfants qu'on apprend plus vite et on a une intelligence qui est plus élevée que les autres. Mais maintenant, est-ce qu'on va aller le dire? On les éduque, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va aller le dire à tout le monde? Non, c'est pas gentil. Mm. Puis ça ne veut pas dire qu'on est bon dans tout, puis dans tout. Ou qu'on est meilleur, bien entendu. Non, être meilleur, ça veut dire qu'on a performé dans quelque chose. Mm, mm, mm. On peut avoir naturellement une force. Ça ne veut pas dire qu'on va le développer. Mais si on ne reconnaît pas la force, on ne la développera pas. Je veux Et, dire, et du coup, j'ai une dernière question pour toi, parce que tu vois, ce podcast pour moi, c'est aussi d'apporter du positif pour dire aux gens, ben, en fait, de toute façon, vous êtes comme vous êtes, donc bon, autant en tirer du potentiel et quelque chose de positif. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les, si on peut parler d'avantages, mais c'est entre guillemets, mais de la double exceptionnalité? Parce qu'on a beaucoup parlé des difficultés qu'il peut y avoir, mais est-ce qu'il y a des avantages selon toi? oui, oui, il y en a beaucoup. En fait, c'est c'est tout le potentiel qui est là et la capacité à voir autrement, donc d'innover, de voir le monde du point de vue de la différence. Puis quand on y pense, je reviens encore sur notre courbe normale, être au-dessus de la norme, ben c'est 9 à 10 en haut. Ce n'est pas juste 2 là. C'est moyenne, moyenne élevée, très élevée, là. C'est 9 à 10 des gens. Ce n'est pas si rare que ça. Maintenant, je vous invite à juste lire sur la douance dans d'autres domaines. Par exemple, écouter des documentaires sur des doués sportifs ou qui ont pas nécessairement à 7, 8, 9, 10 ans des niveaux d'aptitude naturelle. Des fois, il y en avait un peu moins que d'autres,
mais ils ont quand même développé un talent, ils ont développé le potentiel plus que l'autre, peut-être ne le fait pas. Comme adulte, OK, moi, au primaire, je n'étais pas celle que les gens faisaient: «Oh wow, elle est tellement brillante». Non, je n'étais pas celle-là, au contraire. Et donc, mais pourtant, on en connaît tous des gens qui, mon Dieu, étaient bien intelligents au primaire, on ne sait pas ce qu'ils font aujourd'hui. Ça se peut qu'ils n'aient pas développé leurs aptitudes intellectuelles en priorité. Ils ont peut-être fait d'autres choses. Ils ont peut-être. C'est une trajectoire. Et l'identité, à la base, c'est dans l'innovation, la créativité, l'engagement, la détermination, donc toutes les manifestations de ces forces-là. Parce que quand on est twice, puis tu vois, je vais finir avec ça, j'avoue que c'est. Si je reviens, je boucle la boucle, on dirait que c'est voulu. Si je reviens avec l'image du jaune, du bleu et du vert, bien, si je fais juste regarder les forces de quelqu'un, bien, je ne vois pas les difficultés de l'autre bord. Bien là, c'est dangereux. Parce que dire à un enfant qui est twice, dans les faits, lui dire qu'il est juste doué, c'est mettre son estime de lui en danger. Si je regarde juste les difficultés, je ne vois pas les forces. C'est tout aussi dangereux. Un enfant qui est twice, il est vert tout le temps. C'est-à-dire, quand il réussit quelque chose, c'est parce qu'il a utilisé une force pour compenser un déficit. S'il ne réussit pas quelque chose, c'est soit il ne savait pas ou on ne savait pas quelle difficulté il devait compenser, ou il n'y avait pas développé ce qu'il fallait pour le compenser. Et donc, quand on est twice, quand on réussit, on développe des forces exceptionnelles. Une dernière image que je prends, c'est celle, vraiment, on a des aptitudes exceptionnelles potentiellement, donc on a des super pouvoirs possibles, OK? Mais pour développer un super pouvoir, bien, ça prend des super vilains et des super défis. Là. Tu ne peux pas sinon développer ton plein potentiel. Donc, la double exceptionnalité, elle est enracinée dans un super pouvoir avec des super défis. Fait que ça peut mener à des choses vraiment exceptionnelles grâce à ça. Parce qu'on doit travailler pour développer nos forces. Merci Marianne, merci beaucoup. Franchement, c'était un régal de t'écouter. J'ai fait que boire tes paroles. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous a plu. Je vais mettre, bah voilà, tout en barre, en description, voilà, toutes les informations sur Marianne et ce que vous pouvez retrouver, où est-ce que vous pouvez la trouver, les livres et tout, enfin, tout ce qu'elle nous a pu nous raconter là. Je pense vraiment que c'est beau, je trouve, de voir justement des équipes qui recherchent ensemble, en fait, pour essayer de faire évoluer les choses. Je ne doute pas qu'en France, on va y arriver. C'est juste une question de temps, comme toujours en fait, de temps et de moyens qui manquent pour tout le monde. Mais voilà, j'ai eu aussi l'occasion d'interviewer dans ce podcast de super psy français qui font un travail remarquable. Donc vous avez les autres épisodes du podcast si vous voulez voir. Mais vraiment, il y a aussi des gens. Voilà. Je te remercie Marianne pour cet échange qui était très très riche. Vraiment, un grand merci à toi pour ton temps. Un grand plaisir. Bonne chance à tous et toutes. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!